il faut avoir le courage de sortir de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est un système qui a été créé, qui a été entretenu pendant des années par la France. Mais si on accepte de rester dans l'UEMOA, d'être dirigé par la Banque centrale qui est basée à Dakar et continue de dire qu'on est souverain, je pense qu'on ne fait que leurrer la population. Moi qui habite le Sénégal, je vois comment les Maliens qui habitent dans la région de Caille, aujourd'hui, envisagent fortement d'aller se réfugier au Sénégal parce que la situation est devenue intenable. L'AES est l'embryon des États-Unis d'Afrique. Au regard des aspirations qu'elle porte, aspirations de ces peuples qu'elle porte. Un peu partout dans la CEDEAO, les citoyens ont demandé justement que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples. Ces mêmes citoyens qui ne sont pas en déphasage avec la dynamique de l'AES vont contraindre leurs dirigeants à rejoindre l'AES. Moi, je pense qu'à l'avenir, l'AES doit être une organisation avec laquelle il faut compter. Et moi, comme j'ai toujours indiqué, pour moi, il faut poser des passerelles entre l'AES et la CEDEAO et il faut renforcer ces progrès. L'AES a besoin de la CEDEAO, la CEDEAO a besoin de l'AES si on veut régler le défi sécuritaire sur notre espace Sahel et Afrique de l'Ouest. Il faut que ce travail soit fait, mais je pense que globalement, l'AES est une bonne trajectoire. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Le 16 septembre dernier, exactement 2 ans que l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a été mise sur pied. 2 ans de vie, ça s'évalue. On va donc faire un premier bilan donc, sur Enjeux d'Afrique pour voir si cette organisation est en train de tenir ses promesses, si elle va déjouer tous les pronostics des oiseaux de mauvais augure et puis exister à côté de la CEDEAO jusqu'à preuve du contraire. C'est une organisation qui reste très populaire dans la sous-région, on en parlera. Et pour débattre de ce sujet, j'ai en ligne 3 invités qui sont bien impliqués dans la question. En premier, il y a Sédik Abba, qui est un Nigérien qui vit à Paris. Il est journaliste, écrivain et président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. C'est un think tank, un groupe de réflexion donc, qui est basé à Paris. Sédik Abba, bonjour et merci d'avoir accepté une nouvelle fois l'invitation d'Enjeux d'Afrique. C'est un plaisir de participer à cette émission, surtout avec des débatteurs de cette hauteur. Je salue vos auditeurs et je vous salue vous-même. Merci beaucoup. Mon deuxième invité s'appelle Labidi Naba. Il est burkinabé activiste. Il est le coordonnateur des communicateurs de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, la CNAVC au Burkina Faso, une coalition d'organisations qui soutiennent la gouvernance du président Ibrahim Traoré. Monsieur Naba, bonjour et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Bonjour, monsieur Rudolph. Bonjour à mes co-débatteurs, monsieur Khan et monsieur Alban. C'est vraiment un plaisir d'être en tout cas sur cette tribune-là, afin justement de partager nos idées. Merci à vous. Ibrahima Khan, donc le tout dernier invité prenant part à ce débat, il est sénégalais, acteur de la société civile ouest-africaine et un fervent défenseur de la CEDEAO. Lui pense que les pays de l'AES doivent revenir à la maison, donc réintégrer la CEDEAO. On aura le temps d'en discuter à nouveau. Monsieur Khan, bonjour et bienvenue à vous. Je dis bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour à mes co-débatteurs et vraiment heureux d'être encore une fois dans ton programme. Merci infiniment. Alors, on va commencer par Sédik Abba. Il y a un sondage de l'hebdomadaire Jeune Afrique qui a marqué le 2e anniversaire de l'AES. Jeune Afrique, comme on le sait, ce n'est pas un très grand ami des présidents qui dirigent cette organisation, mais l'hebdomadaire a fait un sondage où on voit l'enthousiasme qui se dégage de ce sondage réalisé dans 6 pays, notamment le Bénin, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où en général, près de 70% des sondés estiment que cette organisation est bonne ou très bonne. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Sédik Abba? Non, vous avez bien fait de rappeler le sondage de Jeune Afrique et il faut saluer le fait que Jeune Afrique ait fait ce sondage et le publier en toute objectivité. Comme vous avez dit, on peut a priori penser que
le magazine n'est pas très favorable à l'AES, mais ils ont eu cette intégrité, cette honnêteté de publier le sondage tel qu'il est. Je retiens deux choses. Je pense que si l'AES jouit d'une telle popularité dans les pays non AES et dans les pays de l'AES aussi, d'abord, à mon avis, ça répond au fait que l'AES remplit une demande qui était très attendue et qui n'a pas jusqu'ici été comblée, celle de la construction d'un nouveau rapport de force avec l'ancienne puissance coloniale et avec le monde occidental de façon générale. Je crois que le fait que les pays de l'AES aujourd'hui soient dans une posture d'indépendance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale et vis-à-vis même de l'Occident de façon générale, y compris les États-Unis, y compris le reste de l'Occident et même peut-être avec la Chine, puisque dans le cas du Niger, on a vu que la construction d'un nouveau rapport de force aussi intègre la nouvelle relation avec le partenaire chinois. Donc, cette posture d'indépendance vis-à-vis de l'Occident et de l'ancienne puissance coloniale était une attente que l'AES est venue combler et ça participe à l'explication de sa popularité. La deuxième chose importante, à mon avis, c'est aussi la construction des nouveaux rapports de force que l'AES a réussi à construire avec les multinationales étrangères. Parce que jusqu'ici, les multinationales étrangères se comportaient un peu en terrain conquis dans nos pays. Vous regardez les pays non AES, vous allez vous apercevoir que le rapport avec les multinationales est complètement déséquilibré et les contrats sont léoniens. Mais dans le cas de l'AES, on a vu par exemple pour la première fois dans l'histoire du Niger, Orano être interpellé sur son comportement au Niger. Le Niger a dénoncé d'abord en avril, ils ont retiré, les militaires au pouvoir ont retiré le permis Imouraren qui avait été donné depuis 2009 à Orano et qui n'a pas mis en œuvre ce permis. Les autres régimes précédents avaient une certaine tiédeur, avaient une certaine peur, ils n'ont pas retiré le permis, mais les militaires ont retiré à la grande satisfaction des Nigériens. Et comme aussi la décision de nationaliser tous les secteurs de l'uranium et de l'or, pas que l'uranium, parce qu'on parle souvent de l'uranium, mais le secteur de l'or, la société qui exploite l'or a été nationalisée. Idem dans le cas du Mali où Barigol a dû se voir, a dû faire des concessions, a dû en tout cas jusqu'au retrait d'une de ses mines où elle avait 90% et le Mali n'a que 2%. C'est la même chose au Burkina Faso. Le rapport qui a été construit, le nouveau rapport de force avec les multinationales qui sont dans l'exploitation aurifère. Je crois que quand vous mettez tout ça, ça construit la popularité des pays de l'AES et ça amène les autres aussi par effet de miroir à considérer si ça avait été chez nous aussi, on serait content. Et je pense que oui, justement sur ce point, ces populations sondées sont donc en dehors de l'AES. Ils ne vivent pas directement les réalités de ces pays-là. Est-ce que vous pensez que si le sondage avait été opéré à l'interne de l'espace, les opinions auraient été aussi favorables? Ah oui, il y a eu des sondages. Malimétrie a fait des sondages au Mali où on a vu que les régimes militaires au pouvoir, malgré tout ce qu'on peut porter comme critique, et moi-même je les porte, sur le rétrécissement de l'espace civique, un certain nombre de choses, mais les populations considèrent que la priorité d'abord c'est le nouveau rapport avec l'Occident, la priorité c'est le nouveau rapport de force avec les multinationales. On a pu voir que dans des sondages qui ont été faits par exemple au Mali, que les régimes militaires restent quand même populaires. Et nous, vu de l'extérieur ou dans notre posture un peu, intellectuelle, on peut penser que, oui, les violations des droits de l'homme auraient pu complètement apporter une impopularité. Mais on voit que l'ordre des priorités des populations, c'est d'abord le nouveau rapport de force avec l'Occident, c'est le nouveau rapport de force avec les multinationales avant les autres points. Et ça explique un peu que même dans les pays, si on faisait le sondage, peut-être qu'on n'arriverait pas à ce niveau, mais c'est clair que le régime militaire continue de bénéficier d'une certaine popularité. Alors, Labidi Naba, l'AES pour vous, c'est un vœu que vous avez fait, vous avez parié que ce serait une organisation solide. 2 ans après, est-ce que ça tient vraiment ou bien déjà vous voyez des points sur lesquels il faut encore agir pour réajuster les choses? Il faut dire déjà que
l'AES qui a été instituée sur la charte du Liptako Goma est une institution sous-régionale qui n'est pas venue ex nihilo, donc qui s'est fondée sur un existant. C'est-à-dire que l'AES, pour nous, est un parachèvement et le contexte providentiel a permis justement, sur la base du Liptako Goma, de pouvoir mettre en place l'Alliance des États du Sahel qui s'invitait déjà depuis la montée de certaines menaces au niveau du Sahel. Et l'AES, il faut dire que l'AES a eu, à notre sens, une progression non seulement favorable, mais aussi appréciable. Monsieur Cédric en parlait, mais si nous regardons de façon structurelle, le 16 septembre, après le 16 septembre 2023, où on a eu beaucoup de pronostics dissonants vis-à-vis de la vie et même de la survie de l'AES, nous avons avancé le 6 juillet 2024 par la mise en place, en tout cas de la confédération, et autour de tout ça, au plan structurel, au plan politique, économique, social, militaire et aussi diplomatique, il y a eu beaucoup de succès, en tout cas de réalisations prépondérantes qui ont permis justement donner une certaine robustesse à cette organisation. Monsieur Cédric a parlé justement d'un certain nombre de choses en lien avec nos richesses naturelles, notamment l'or, l'uranium et tout, qui existaient depuis longtemps, mais dont les populations n'en bénéficiaient pas. Il lui fallut justement l'avènement de l'AES pour que dans ces différents pays, il y ait des politiques autocentrées sur l'exploitation de ces richesses-là pour que les populations, en tout cas que l'État, puisse bénéficier de ces ressources afin justement de pouvoir non seulement mener cette lutte contre le terrorisme, qui est budgétivore, et sans aide internationale, aide financière internationale. Et puis, au niveau du Burkina, du Mali comme du Niger, on a endégénisé en fait l'exploitation de ces ressources-là, ce qui nous a permis, voilà, comme je le disais, d'engager. Mais au-delà de ce domaine-là, il faut dire que au plan politique, au plan diplomatique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L'affirmation de la souveraineté au niveau de l'AES a été prépondérante et a permis non seulement d'indexer de façon courageuse l'ennemi qui était malencontreusement, en tout cas accidentellement depuis des décennies, avec nous. Et vous savez qu'on ne peut pas lutter contre un ennemi ami. Et donc, je pense que l'expression et l'affirmation de cette souveraineté-là a été un élément fondamental et a permis en tout cas de décanter autour. Monsieur Nabar, j'ai commencé par parler de ce sondage réalisé par Jeune Afrique qui donne généralement 77% d'opinion favorable à l'AES, réalisé donc dans des pays étrangers à l'organisation. Mais est-ce que les autres Africains ne sont simplement pas omnibulés par ce discours souverainiste développé au sein de l'AES? Est-ce que c'est à un changement de fond que nous assistons vraiment ou bien c'est de la communication basée essentiellement autour du souverainisme? Vous savez que
la souveraineté n'est pas un vain mot. Et la souveraineté par les discours serait une souveraineté, en tout cas, béate, puisque les populations vont se lasser immédiatement. Et si le sondage de Jeune Afrique, dont on connaît la posture, donc là, on peut quand même lui faire un clin d'œil, de faire, voilà, de nous retransmettre, je dirais un peu fidèlement, l'appréciation de ces populations hors de notre zone. Il faut tout simplement dire que ce sont des actions, ce sont des décisions qui ont été prises au niveau de l'AES, qui ont permis justement que les populations puissent croire en l'AES, puissent croire aux différents chefs d'État de ces trois pays-là, qui voilà, ont posé des actes, ont pris des décisions qui ont transformé structurellement, en tout cas, la marche qui a transformé, des décisions qui ont transformé la marche vers le véritable développement endogène de nos différents pays et de l'AES. Donc, pour vous répondre à ce niveau-là, ce n'est pas que le sondage et les populations qui en parlent ou bien au niveau de l'Afrique, qu'ils sont séduits par des discours. Non, au-delà des discours, la jeunesse africaine était déjà, avait déjà cette soif de se libérer d'un environnement où venait d'ailleurs, où l'Occident nous dictait presque tout, que ce soit au niveau de l'ONU, surtout pour nos trois pays qui sont dans le giron justement français. Je vous rappelle que la France était le porte-plume de ces différents pays-là, mais la jeunesse africaine, avec l'émergence des réseaux sociaux, d'Internet, qui rend le monde un village planétaire, ne pouvait pas rester souffrait déjà de ce que nous sortions de cette couardise politique et que nous puissions justement nous affirmer tel que d'autres leaders avaient pu tracer des voies. Je veux parler de Thomas Sankara, de Modibo Keïta et bien d'autres. Alors, Labi Naba, je vais revenir vers vous, le temps de retrouver Ibrahima Kane, qui certainement ne va pas partager votre enthousiasme, votre optimisme, votre confiance. Monsieur Kane, vous pensiez que ces trois pays de l'AES s'étaient engagés dans une aventure sans lendemain. Est-ce que vous ne revoyez pas votre position après 2 ans d'existence et qu'ils continuent de toujours tenir la dragée haute? Mais généralement, tous les véhicules qui sont sur la route tiennent la route. Mais tout dépend à quel rythme et selon quelle modalité et sur quelle route aussi on marche. Ces pays-là, il y a 2 ou 4 ans, quand ils prenaient le pouvoir, ils avaient dit qu'ils allaient transformer leur pays. Ils allaient d'abord débarrasser leur pays du terrorisme, ils allaient débarrasser leur pays de toute forme de colonialisme et qu'ils allaient développer leur pays. En 2 ans, en tout cas ces 2 dernières années, ce qu'on a remarqué, c'est que aussi bien pour le Burkina Faso, pour le Mali et une bonne partie de l'ouest du Niger, l'État ne contrôle absolument plus rien. Au Mali, les militaires ont été obligés d'abandonner des camps. Maintenant, au Burkina Faso, pour aller au village, mais si vous n'avez pas, en tout cas, un soutien sécuritaire, vous ne pouvez pas aller au village comme vous le voulez. Si vous prenez toutes les cartes qui sont disponibles aujourd'hui, le Burkina est le pays où pratiquement tout le territoire, en dehors de certaines parties, pratiquement tout le territoire est un peu n'est pas sécure. Alors, Monsieur Kane, ça a quand même évolué. Ça a quand même évolué selon les autorités. Le pays a été. Regardez actuellement ce qui se passe actuellement au Mali. Au Mali, pratiquement, le Premier ministre a dit avant-hier que même s'il fallait chercher
l'essence et le pétrole avec une cuillère à la main qu'ils le feront. Quand un État qui se dit souverain, qui parle d'aller chercher de l'essence et des trucs avec des cuillères, mais on se demande dans quel régime on est. On va redéfinir le contexte par rapport à la crise du carburant actuellement au Mali. Les terroristes ont déclaré une guerre au Mali. Quant à l'approvisionnement en carburant, ils ont en quelque sorte coupé les routes de l'essence, si on peut le dire ainsi, en attaquant l'axe Caille-Bamako au transit le carburant qui vient dans le pays. C'est une épreuve que l'armée est en train de relever, M. Khan. Mais ça dure combien de temps? C'est juste, moi, je l'ai donné un exemple pour illustrer le fait qu'en 2 ans, on est allé de ce qui est mauvais à ce qui est pire. En 2 ans, il n'y a même plus d'expression de la vie démocratique dans ces pays-là. Tous les 3 pays ont interdit les partis politiques. Tous les 3 pays ont interdit toute voix dissonante. Dès que tu parles, au Burkina, la technique, c'est de t'amener au front. Au Mali, c'est de t'emprisonner. Un premier ministre du Mali qui dit sur un site privé, qui dit qu'il soutient et qu'il entend ce que les autres disent, on l'amène en prison. Est-ce que c'est cela qu'il nous propose comme système dans les pays de l'ARR? Ça, c'est quand même un sérieux problème qu'on doit se poser. Et en dernier lieu, ils essaient même de sortir des règles eux-mêmes avaient accepté de rester. Regardez la crise qu'il y a entre ces 3 pays aujourd'hui et l'UEMOA. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que ces États-là maintenant se transforment en des acteurs qui vont dans les marchés parallèles aller vendre un certain nombre de minerais et qu'ils empochent ces minerais sans passer par les réseaux traditionnels. Monsieur Khan, ça peut se comprendre. Ces pays sont engagés dans une politique souverainiste, une réappropriation de leurs richesses naturelles. On ne peut pas leur en vouloir sur ce point. Vous savez, pour ce qui concerne la souveraineté, c'est comme dans l'amour. Il faut avoir le courage de sortir de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est un système qui a été créé, qui a été entretenu pendant des années par la France. Mais si on accepte de rester dans l'UEMOA, d'être dirigé par la Banque centrale qui est basée à Dakar et continuer de dire qu'on est souverain, je pense qu'on ne fait que leurrer la population. Et si on refuse, par exemple, parce que l'UEMOA repose aussi sur des règles de solidarité. Si on refuse cette solidarité au nom du souverainisme, mais qu'on l'assume totalement, mais pas aller dans des marchés de travers et aller vendre et prendre l'argent et retourner chez soi. Donc je trouve que, en tout cas, dans la démarche, peut-être qu'au niveau local, ils sont très populaires. Au niveau local, parce qu'on est dans la région la plus pauvre du monde après Gaza. Et dans cette région-là, quand on dit aux populations qu'on veut changer leur situation, on veut faire ceci, on veut améliorer le reste, bien sûr que les populations vont accepter cela. Bien sûr que les populations vont. Mais il y a des limites à ce que les populations puissent accepter. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu reposerais les mêmes questions aux populations du Mali et du Burkina Faso, peut-être que tu aurais des opinions différentes. Moi qui habite le Sénégal, je vois comment les Maliens qui habitent dans la région de Caille, aujourd'hui, envisagent fortement d'aller se réfugier au Sénégal, parce que la situation est devenue intenable. Et le dernier point que j'ajouterais pour les États de l'AES, c'est leurs relations avec leurs voisins. Pratiquement aucun d'entre eux n'a de bonnes relations avec ses voisins, même s'il est souverain. Un État doit entretenir de très bons rapports avec ses voisins, parce que si vous avez de bons rapports avec vos voisins, cela veut dire que vous allez mieux vivre les relations avec vos voisins. Or, tel n'est pas le cas. Donc, je vois difficilement en tout cas, un avenir radieux pour cette organisation-là si ces questions-là que je viens de poser ne sont pas réglées. C'est ça. Vous demeurez ferme donc sur votre position. L'AES n'est pas sur la bonne voie malgré ces sondages qui donnent de grandes opinions favorables aux pays de cette zone. Alors, Sidi Kaba, effectivement, Ibrahima Khan a soulevé le problème sécuritaire. Aujourd'hui, le Mali est confronté à d'énormes difficultés d'approvisionnement en carburant. Ces terroristes ont décidé de couper la route du carburant par des attaques régulières sur les camions qui amènent l'essence de Dakar. Et bon, est-ce qu'un pays qui a des difficultés à s'approvisionner en énergie peut parler de souveraineté? Vous savez, les pays de l'AES se sont organisés autrement aussi. L'essentiel du carburant du Mali et du Burkina vient du Niger.
si les djihadistes veulent couper véritablement l'approvisionnement en carburant, c'est l'axe Tillabéri-Gao, Bamako qu'ils couperaient. Et depuis très longtemps, l'essentiel du carburant et les pays de l'AES ont fait un accord et le Niger qui approvisionne, puisque le Niger est un pays pétrolier, c'est à partir du Niger que vient le carburant. C'est d'ailleurs pour cette raison que, malgré le blocus que les djihadistes ont tenté du côté de Nioro, du Sahel et de Caille, le prix du carburant n'a pas explosé à Bamako parce que le carburant vient de notre axe. Mais il reste que sur le plan de la sécurité, je pense qu'il y a des progrès à faire. En janvier de cette année, le ministre nigérien de la Défense, le général Salif Modi, avait annoncé la création d'une force conjointe de l'AES de 5000 hommes. À ce jour, cette force n'est pas en place. Donc, il y a des progrès à faire sans doute dans le domaine de la sécurité et de la défense. La lutte contre le terrorisme est une lutte délicate. Par exemple, on se souvient que les Américains avaient envoyé 140 000 soldats pour combattre le terrorisme en Afghanistan. Ils n'y sont pas arrivés. Moi, je crois que d'abord, sur le plan de la sécurité, il y a des choses à faire. Et le piège, à mon avis, dans lequel les pays de l'AES n'ont pas... Le piège que les pays de l'AES n'ont pas su déjouer, c'est celui de penser que principalement la réponse aux défis sécuritaires au Sahel est militaire et sécuritaire, en augmentant le budget de la défense, en achetant des drones, en multipliant par deux le nombre de forces de défense et de sécurité, on arriverait à bout de la menace. En le faisant, c'est une bonne chose, mais on oublie tous les aspects non militaires. La question du chômage des jeunes, la question de la cohésion sociale, la question du renforcement de la justice et de la fin de l'impunité. Si on ne prend pas tout ça en compte, on n'arrive pas à une solution. Et à mon avis, c'est ce qui explique aujourd'hui les difficultés de résultats que les pays de l'AES ont à obtenir des résultats. Mais je terminerai en disant que malgré le contexte sécuritaire, on voit par exemple qu'au Burkina, le taux de croissance économique a été révisé à la hausse par le FMI et la Banque mondiale. Le Niger affiche la croissance économique la plus élevée de la zone UEMOA. Donc, il y a malgré ces difficultés-là des choses qui sont positives. Mais il y a aussi des insuffisances dans le bilan actuel qui, à mon avis, méritent d'être consolidées pour que l'AES vienne en chose. Moi, je constate aussi sur le plan des choses positives qu'on va peut-être arriver, mais il y a aujourd'hui un dégel entre la CEDEAO et l'AES parce que tout le monde a compris qu'on a intérêt, par exemple, sur un certain nombre de questions à être d'accord. Vous savez, il y a quelques mois, quand on se parlait, on pensait que l'AES et la CEDEAO rentraient dans une confrontation. On voit qu'il y a eu des négociations à Bamako, qu'il y a eu des négociations à Accra. Et le président en exercice de la CEDEAO vient de se rendre au Burkina Faso et envisage d'aller dans les deux autres pays de l'AES. Donc, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire et, à mon avis, il faut les regarder avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous pensez que c'est des réformes, des changements de fond ou bien, comme le dit Ibrahima Kane, c'est des aventures qui vont rester jusqu'à preuve de contraire sans lendemain? Non, moi je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas quand on regarde les relations avec l'ancienne puissance coloniale, ça, quels que soient les régimes qui viendront au pouvoir, c'est des choses, c'est des acquis définitifs, comme les changements de rapport avec les multinationales. Maintenant, il faut travailler sur les autres aspects. Moi, je suis d'accord qu'il faut améliorer les relations de voisinage. Par exemple, le Niger a tout intérêt à trouver un accord avec le Bénin pour qu'on ouvre la frontière, parce que c'est le port le plus proche. Et pour moi, il va de l'intérêt des deux pays qu'on ouvre les frontières. Donc, il y a des choses à faire. Mais il y a des acquis qui sont, à mon avis, quel que soit l'avenir de ces régimes-là, des acquis qui sont des acquis définitifs et sur lesquels, quel que soit le régime qui vient, il faudra capitaliser. Par exemple, les rapports avec les multinationales, c'est des choses qui sont des acquis définitifs où aujourd'hui, la diversification aussi du partenariat, le fait que sur le plan diplomatique, les pays puissent parler d'une seule voix en allant saisir le Conseil de sécurité ou que les trois ministres de la Défense se déplacent ensemble à Moscou. Cette approche un peu mutualiste, un peu communautaire, à mon avis, ce sont des acquis qu'il faut consolider, quel que soit l'avenir
des régimes qui sont en place aujourd'hui dans les pays de l'AES. On va écouter Labidi Naba maintenant à Ouagadougou. Monsieur Naba, Ibrahima Kane du Sénégal estime qu'on ne peut pas parler de souveraineté en continuant à rester dans l'UEMOA, qu'il faut prendre le risque de quitter cette organisation qui est encore sous coupe réglée de la France. Est-ce que ça va venir? Est-ce que vous y pensez au Burkina Faso? Bon, il faut dire qu'il y a quand même il y a une sorte de dichotomie. Et voilà, quand on quitte la CEDEAO, voilà, on nous indexe, on nous invite à revenir, il y a un problème. Et maintenant que nous sommes dans un processus, parce que ça va arriver en tant qu'analyste de cette zone-là, nous savons que l'AES va s'affranchir en tout cas de la monnaie coloniale. Et donc, étant toujours dans l'UEMOA, là, on nous demande de nous assumer et de quitter. Nous pensons que c'est un processus et que ça va arriver. Pour le moment, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? On reste encore dans l'UEMOA pour profiter de ses avantages, mais bon, on ne veut pas collaborer pleinement ou bien? Non, on ne profite d'aucun avantage parce que nous y étions de plein droit. Et il faut dire aussi qu'en matière monétaire, aujourd'hui, d'ailleurs, nous constatons que sur le marché des échanges, il y a beaucoup de billets vieillis au niveau des trois pays, Mali, Burkina, Niger, tandis que certains terroristes arrêtés détiennent des billets de CFA flambant neuf. Ça interroge sur encore les impressions de ces billets-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a du mal à vous percevoir clairement. On retrouve de nouveaux billets chez les terroristes alors qu'en circulation sur les marchés, c'est de vieux billets. Qu'est-ce que cela voudrait dire selon vous? Nous disons tout simplement que nous pensons tout simplement que l'organisation fêtière de l'UEMOA, la BCAO, ils sont dans une certaine conspiration, dans un certain complot subrestis qui ne dit pas son nom. On vous dira certainement que vous êtes toujours on vous dira certainement que vous êtes toujours dans le complotisme, vous de l'AES. Non. Il faut se rappeler qu'en 1958, quand Ahmed Sékou Touré quittait justement, crachait à la face de la France, que la Guinée veut son indépendance et tout, il y a eu l'opération Persil. Aujourd'hui, il y a eu une forme de cette opération qui est là, mais nous pensons que ça ne saurait durer. Pour les internautes, l'opération Persil, c'est que les réseaux FOCA ont fait de faux billets de banque qu'ils ont abondamment déversés dans l'économie guinéenne pour l'affaiblir. Tout à fait. Et aujourd'hui, ils sont comme dans une démarche contraire où il n'y a plus de nouveaux billets qui rentrent. Et puis, et voilà. Donc, c'est un processus. Les pays de l'AES sont en train déjà de bâtir l'architecture qui va permettre ça avec la mise en place de la banque d'investissement de l'AES. Les ministres de l'économie se rencontrent régulièrement. Tel que nous sommes sortis de la CEDEAO un week-end, nous pensons qu'un matin ou un soir, nous aurons en tout cas notre propre monnaie. Oui, vous parliez justement de cette banque communautaire de l'investissement et du développement de l'AES qui est en création. Normalement, la mobilisation des 500 milliards de francs CFA de capital initial est prévue pour ce mois de septembre. Jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Est-ce que c'est un projet qui tient toujours? Le mois de septembre n'est pas encore terminé et j'ai écouté le ministre de l'économie malien qui disait justement que ce montant était mobilisé. Le montant, il est déjà mobilisé. Je pense qu'il faudra essayer de regarder.
Il reste tout simplement de terminer sur un certain nombre d'aspects pour permettre à cette banque d'être opérationnelle. Ibrahima Kane, vous continuez donc à penser que l'AES, c'est une erreur de ces trois pays-là, mais vous qui êtes un spécialiste de la CEDEAO, à ses débuts, la CEDEAO n'a pas pu démarrer en trombe. Elle a été officiellement mise sur pied en 1975, mais c'est effectivement en 1977 que les choses ont pu commencer à couler normalement. Est-ce qu'il ne faut pas être aussi indulgent avec ces trois pays de l'AES? Les débuts ne sont toujours-ils pas difficiles, M. Kane? Mais les débuts de toute institution sont difficiles, que ce soit une institution nationale, que ce soit une institution régionale. Et dans le cas de l'AES, c'est encore plus compliqué parce que c'est des États qui sont non seulement des États fragiles, essayent de mettre en place un système dans un contexte de guerre. C'est tout à fait difficile. Mais l'organisation du Liptako-Gourma a existé avant la création de la CEDEAO. Et donc, garder le Liptako, avoir le soutien du reste de la communauté ouest-africaine, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, le combat qu'ils sont en train de mener contre l'insécurité ne peut pas être mené, ne peut pas être gagné seul. Il faut une contribution des autres États. Quand la réunion de Bamako a eu lieu, une des premières choses que le ministre malien des Affaires étrangères avait besoin de la solidarité de la CEDEAO pour créer des conditions de sécurité. Mais donc ça, quand on le sait, on met en place des mécanismes qui permettent une solidarité et non jouer les gens qui ont tout, qui veulent tout et qui pensent pouvoir tout faire. Est-ce que la CEDEAO elle-même n'a pas finalement compris qu'il faut collaborer avec les pays de l'AES, notamment pour lutter contre le terrorisme? Parce qu'après tout, oui, on peut dire que les pays de l'AES se bombent le torse, mais quand ça va dégénérer dans cet espace communautaire, la CEDEAO en partira aussi. Karl, ce que vous êtes en train de dire là, l'histoire récente de l'organisation montre que ce sont ces trois pays-là, lorsqu'ils étaient dans le G5, qui ont refusé à la CEDEAO de jouer un rôle dans la recherche de la paix. La CEDEAO avait, sous la présidence de M. Ouédraogo, avait décidé d'une stratégie du Sahel qui visait justement à mettre un terme à cette guerre. Elle avait même été budgétisée de l'ordre de 3 milliards à l'époque. Et qui s'y est opposé, ce sont ces trois pays qui étaient dans des alliances qui n'allaient pas dans le sens de leurs intérêts. Donc la CEDEAO, je veux dire, de ce point de vue-là, a été constante. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas aussi qu'on soit dans la rhétorique. Il faut qu'on ait conscience que si rien n'est fait dans les années à venir, dans les 5 années à venir, mais c'est le futur de toute cette région qui est en cause. Imaginez, depuis plus de 10 ans, il y a des générations d'enfants qui sont nés, qui n'ont jamais connu l'école. Je ne parle même pas des problèmes de santé, je ne parle pas des problèmes d'infrastructure, de routes et autres. Donc, il faut que tout le monde ait conscience qu'il y a un besoin de collaboration, un besoin de solidarité dans un cadre plus élargi. Et je pense que celui qui s'y est le mieux dans ce contexte-là, c'est la CEDEAO. Donc, travaillons pour vraiment trouver des solutions pérennes à nos problèmes que de vouloir penser que à un ou à deux ou à trois qu'on peut invoquer une indépendance ou bien une souveraineté qui n'a pas de sens. Tout à l'heure, je suis d'accord avec l'un des participants. Sur un certain nombre de questions, on ne peut plus faire comme avant. Par exemple, sur la question des relations avec les compagnies minières, avec un certain... C'est vrai, on a un peu évolué dans ce sens-là. Mais ça, c'est une toute petite chose par rapport aux préoccupations fondamentales des populations de cette région. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la région la plus pauvre du monde. Et on continue de se battre pour des miettes, invoquant une souveraineté qui n'existe pas. Donc, revenons sur terre, travaillons à ce que vraiment nos pays-là, nos citoyens-là, soient vraiment dans en tout cas, une stratégie qui va changer les situations, mais changer les situations en étant tous solidaires, pas en pensant
Oui, mais Monsieur Khan, quand on vous suit, on a l'impression que vous êtes dans une dynamique de peindre en noir tout ce qui se passe dans l'AES. Sidi Kaba vient de nous dire tout à l'heure qu'il y a une initiative qui permet au Niger d'alimenter le Burkina Faso et le Mali en carburant. Ça, c'est grâce à l'AES. Ils tentent de plus en plus de mettre sur pied une force commune. Ils ont tout au moins des opérations communes de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est des choses qu'on va mettre à l'actif de l'organisation. Il y a une banque d'investissement et de développement qui est en projet. Les financements sont presque bouclés. Mais bon, il y a des choses qui se font, M. Khan. Car tu penses que tout ça, ça peut se faire dans un contexte de guerre? C'est impossible. Même si on crée une banque, comment cette banque-là va investir? Qui va faire l'investissement? Actuellement, si vous regardez la situation du Mali, mais la situation du Mali est presque terrible. Les attaques qui ont été perpétrées ces 3 dernières semaines ont visé des compagnies. La Comatec, la compagnie malienne qui s'occupait du sucre, a été totalement brûlée. Toutes ces attaques-là, le peu d'industrie que le Mali avait, ils sont en train de tout détruire. Donc, il faut parler de banque d'investissement. La production totale de la raffinerie du Niger est incapable de régler tous les problèmes des 3 pays. Peut-être on peut apporter ici et là quelques soutiens à ces pays-là, mais on ne peut pas le faire comme ça se faisait avant. Chaque jour, de Dakar à Bamako, il y a 1500 camions qui transportent de la marchandise, qui transportent du pétrole, qui transportent de l'essence, qui transportent... Il faut que l'on soit aussi réaliste par rapport aux choses qu'on sait. Oui, Monsieur Naba, prenez la parole. Oui, allez-y. Voilà. En fait, il faut d'abord que nous situions véritablement le contexte dans lequel nous sommes, surtout les rapports que nous avons eus en tant qu'Afrique avec l'Occident. Vous savez, depuis que ces 2 mondes se sont croisés, l'Occident n'a fait que exploiter l'Afrique. Et ce logiciel n'a pas changé. C'est-à-dire que de l'esclavage à la colonisation, à la néocolonisation, à la démocratie électoraliste, aujourd'hui nous sommes au terrorisme. Le terrorisme n'est pas un fait qui est venu comme ça. Non, ça nous a été imposé pour perpétuer la spoliation, le pillage de nos ressources. Parce qu'à chaque fois, l'impérialisme, il change justement de méthode. Ce que nous voulons dire par rapport justement à ce que M. Ibrahima Khan évoque, c'est que l'AES ne dénie pas, ne refute pas, ne rejette pas la collaboration avec les pays qui l'entourent. Au Burkina Faso, par exemple, il n'y a pas, au dernier conseil de ministres, a été pris la décision que tous les Africains peuvent venir au Burkina Faso, ou du moins a été décidé la gratuité du visa d'entrée au Burkina Faso pour les ressortissants africains, pour tous les ressortissants africains. Ça, ce n'est pas un acte de renforcement des rapports entre pays. L'AES a été justement la première organisation quand, vers la fin de 2024, quand on arrivait justement à la rupture, à la sortie effective de la CEDEAO, mais l'AES a maintenu que les ressortissants de la CEDEAO pouvaient rentrer librement avec leurs biens dans l'espace AES. Contrairement à la CEDEAO qui décidait à Abuja, en tout cas, de prendre des mesures contre les populations de l'AES. Non, aucune mesure n'a été prise. Monsieur Naba, aucune mesure n'a été prise contre les populations de l'AES. Oui, mais c'est toujours l'attitude de cette organisation qui est justement sous l'emprise impérialiste.
C'est là aussi qui est le véritable problème avec comment on peut collaborer avec une institution sous-régionale soit-elle, qui est toujours sous une emprise de ceux mêmes que nous avons chassés de chez nous, pour pouvoir construire le véritable développement. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis la colonisation, depuis les soi-disant indépendances à aujourd'hui, qu'est-ce que foncièrement nos populations à la base ont pu obtenir en termes de bien-être? Au Burkina Faso, je vous dis, que malgré le contexte sécuritaire qui est budgétivore, les populations ont commencé justement à bénéficier de 3 repas par jour, eu égard justement à l'offensive agricole qui apporte déjà des résultats. Non, monsieur Naba, moi je discute tous les jours avec des Burkinabés qui n'ont pas la même lecture de la situation que vous. Les conditions économiques sont très difficiles actuellement dans les pays de l'AES, ça c'est un fait. Non, vous savez, je suis au Burkina Faso, c'est vrai que c'est un peu tendu au niveau économique de façon globale, mais tout simplement parce qu'il y a un paradigme qui a changé. Avant, nous étions dans un environnement où la corruption, le népotisme, faisait sa loi. Donc, il y avait des passes de marché par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, tout le monde est ramené à un certain niveau où, sur sa compétence, nous sommes en train, justement, chacun est en train de construire son futur. Mais sur, justement, un échiquier équilibré pour tout le monde. Et nous pensons que, et ceux même que vous interrogez, et s'ils seront honnêtes, ils vous diront que l'espoir est là. Actuellement, c'est difficile, mais c'est le sacrifice à payer pour la souveraineté, c'est le sacrifice à payer pour justement garantir à la postérité, en tout cas léguer à la postérité, un espace respecté, un espace digne, un espace prospère. C'est ce que ensemble nous sommes en train de faire. Et nous sommes prêts à payer ce prix pour cette mission générationnelle. Seydi Kaba, j'en viens à vous à présent. Je parlais de difficultés économiques pour les populations. Vous aviez parlé dans votre développement il y a quelques minutes de croissance économique, notée au Burkina Faso, qui est l'une des plus fortes dans l'espace UEMOA. Mais bon, quand on discute avec les populations à l'interne, elles ne sentent pas vraiment dans leur vie de tous les jours cette croissance. Est-ce que cette AES, avec les difficultés et les hostilités qu'elle a aujourd'hui avec les puissances occidentales, les principales en tout cas, elle ne se complique pas la vie dans les relations économiques qu'elle avait? Est-ce que ce n'est pas plus difficile économiquement actuellement que par le passé? Non, le contexte est celui que l'on connaît. Le contexte international aujourd'hui est marqué par une diminution de l'aide publique au développement qui inclut aussi les pays de l'AES, que ce soit le MCC, le Millennium Account ou l'AGOA, d'autres financements bilatéraux, ils ont été coupés et ça c'est récent au niveau des pays de l'AES. Maintenant, sur la question de la croissance, vous savez, ce n'est pas spécifique à l'AES. La croissance, souvent en Afrique, elle est portée par les matières premières. S'il y a une amélioration des exportations de l'or à partir du Burkina, qui est un pays producteur d'or, ça impacte sur l'amélioration de la croissance. Même si dans le cadre du Burkina, les mesures d'assainissement qui ont été prises, notamment la lutte contre la corruption et la passation des marchés publics, tout ça, dans les pays de l'AES, il y a eu des progrès dans le cadre des réformes économiques qui expliquent un peu l'amélioration de la croissance. Même si, comme j'ai dit, par exemple, dans le cas du Niger, l'augmentation, le Niger est aujourd'hui en capacité de fournir les 3 marchés, de répondre aux besoins des 3 marchés, parce que la production aujourd'hui quotidienne du Niger, c'est quelque chose comme 120 000 barils par jour. Pour donner un exemple, la consommation du Niger, c'est 20 000 barils par jour, la consommation nationale. Elle doit être à peu près la même au Burkina et au Mali. Donc le pays a une capacité de production pétrolière qui lui permet. Donc il y a cette dimension. Mais il faut qu'on travaille dans les pays de l'AES à ce que la croissance profite aux populations. Vous savez, très souvent dans nos pays, quand il y a une croissance économique,
elle sert à augmenter les salaires, à augmenter le train de vie de l'État, à augmenter les primes des fonctionnaires, alors que le peuple, lui, ne voit pas l'impact de cette croissance. Ce n'est pas spécifique aux pays de l'AES, mais dans les pays de l'AES, compte tenu aujourd'hui des relations économiques et aussi des mesures de rétorsion, beaucoup de pays ont suspendu leur aide ou essaient d'empêcher aussi qu'il y ait des aides. Les pays de l'AES ne reçoivent plus aujourd'hui une aide bilatérale, ils ne reçoivent plus d'appui budgétaire d'aucune organisation, ni bilatérale ni multilatérale. Donc il y a ce contexte aussi qui ne leur est pas favorable, mais il faut aussi voir l'impact, le coût de la guerre. Le coût de la guerre augmente. Dans les pays de l'ex-G5 Sahel, ces 10 dernières années, les dépenses militaires ont augmenté d'à peu près 127%. Donc si vous prenez à peu près, il y a des pays de l'AES dont le budget, 27% du budget va dans les dépenses de sécurité. Si vous prenez ce contexte-là, il est évident que ça impacte. Quand on prend autant d'argent pour mettre dans la défense et la sécurité, c'est au détriment des secteurs sociaux, par exemple. Donc ça aussi, ce sont des éléments importants qu'il faut savoir lire. Et sans doute que si le contexte sécuritaire s'améliore, s'il y a de meilleures relations avec les partenaires étrangers, ça peut avoir un impact justement sur la vie quotidienne des populations de l'espace AES. Je reste avec vous et je vous prends cette comparaison qui me vient à l'esprit. Je prends le Bénin, par exemple, qui, de 72 à 90, a connu ce qu'on a appelé le marxisme-léninisme, avec un paradigme nouveau où on a promis que le pays se prendrait en charge. Là aussi, il était question de souverainisme. Mais le Bénin, à l'international, s'est fermé toutes les voies et a fini par un défaut de paiement qui a conduit à une conférence nationale. Est-ce qu'à la lieu où l'AES va aujourd'hui, on ne risque pas d'assister à la même chose? Non, honnêtement, je ne suis pas très calé sur les questions économiques, mais je ne pense pas que ça peut arriver en raison simplement des ressources dont disposent les pays de l'AES. Un pays comme le Niger dispose de l'or, de l'uranium et du pétrole. Donc, de toute façon, il lui arrivera de trouver des acheteurs. Même si d'autres pays ne veulent plus acheter ces ressources, il pourra trouver. Le Mali est à peu près le deuxième producteur, et sans doute le deuxième producteur de l'or en Afrique de l'Ouest. Vous savez, il faut regarder aussi la résilience dont les pays de l'AES ont été capables lorsqu'on a pris des sanctions. Le Mali ne s'est pas effondré lorsque la CEDEAO a pris son embargo. Le Niger ne s'est pas effondré parce que ces pays ont quand même des ressources, des matières premières qui leur permettent de ne pas arriver dans une situation en Argentine où le défaut de paiement va devenir total. Ils peuvent connaître des difficultés, mais à mon avis, au regard des ressources qu'ils ont aujourd'hui, ils n'arriveront pas à cette situation. Ibrahima Kane, on en vient à présent à vous qui êtes un pourfendeur assumé de l'AES. Comme vous venez de l'entendre, hein, les choses évoluent quand même dans le bon sens. Et cette expérience séduit d'autres pays en Afrique et dans la sous-région. En témoigne ce sondage que Jeune Afrique a fait. Est-ce qu'il n'y aura pas finalement un effet domino? Vous savez, vous me prêtez des intentions que je n'ai pas. Je ne suis pas un pourfendeur de l'AES. Je trouve que les États ont la liberté de s'entendre avec qui ils veulent et que ces trois pays-là, depuis 1970, ils sont dans des stratégies de collaboration et d'intérêt. Mais ce sur quoi vraiment je porte mon attention, c'est leur décision de sortir de la CEDEAO, de fragiliser une institution régionale qui peut les aider à sortir de cette situation et que eux-mêmes, en sortant de cette institution-là, ils n'ont pas renforcé, ils ne sont pas arrivés à renforcer au plan militaire, du moins à renforcer leurs liens pour arriver à mettre un terme à ce que l'on appelle le terrorisme aujourd'hui. Donc voilà pour moi le point de Alors, qu'est-ce que la CEDEAO, Monsieur Kane, sur ce point précisément, qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour ces trois pays? Bon, si vous dites que vous aviez dit tout à l'heure qu'ils ont refusé il y a quelques années une aide de la CEDEAO, mais quand on prend les pays côtiers, le Bénin, le Togo, qui sont aussi attaqués par le terrorisme, on ne voit pas l'intervention de la CEDEAO pour voler à leur secours. On nous avait parlé d'un fonds d'1 milliard
espoirs que la CEDEAO allait mettre sur pied pour lutter contre le terrorisme, mais jusqu'à présent, rien n'est venu. Pourquoi vous donnez autant d'importance à cette organisation? Mais vous savez, depuis que les pays ont décidé de quitter la CEDEAO elle-même est devenue très, très, très fragile. La CEDEAO est aujourd'hui dans une dynamique de réforme qui doit la mener à être une nouvelle organisation, avec une nouvelle vocation, mais aussi une organisation qui sera capable de relever les défis dont on parle, les défis à caractère économique, à caractère sécuritaire et autres. Elle l'a fait par le passé. Il y a des États qui lui doivent leur existence encore. Je pense au Libéria, à la Sierra Leone, à la Guinée-Bissau et autres. Et donc la CEDEAO peut toujours jouer ce rôle. Encore faut-il la réformer et la mettre un peu sur l'aile. La deuxième chose, c'est que le contexte est en train d'évoluer. Avant, on était dans un contexte pratiquement de domination des pays occidentaux sur le reste du monde et qui faisait la pluie et le beau temps un peu partout dans le monde. Cela a changé, cela a évolué et cela va permettre de mieux préciser ce que l'organisation régionale peut faire. Il ne faut pas aussi oublier que les communautés économiques régionales ne peuvent pas tout faire. Elles n'ont pas été créées pour régler des questions de paix et de sécurité. Elles ont été créées pour le développement économique de ces régions. C'est par la force des choses qu'elles ont été obligées de prendre en charge un certain nombre de problèmes, comme les problèmes de paix et de sécurité. Donc ça également, c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Le troisième point que je dirais, parce que vous avez parlé d'effet domino, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre pour que ces trois pays ne s'écroulent pas. Il faut tout faire. Ça, je pense que les États, les côtiers, ont la claire conscience qu'ils doivent tout faire pour que ces trois pays-là ne tombent pas. Alors, à partir du moment où on travaille sur ça, on doit pouvoir maintenant arriver à des solutions qui peuvent vraiment ramener les pays. Parce que même si on règle la question de la guerre, mais les États qui seront issus de cette période post-guerre, mais seront des États totalement écroulés. Prenez le cas d'un pays comme le Burkina, il y a près de 6000 écoles qui ne fonctionnent pas depuis 10 ans. Je ne te parle pas du Mali, je ne te parle pas du Niger. Regarde, toutes les infrastructures qui existaient il y a 10-15 ans n'ont pas été renouvelées. Le cœur, la partie du Mali qui est la plus touchée par cette guerre, c'était la partie nourricière du pays, c'est la vallée du Niger. Et une bonne partie d'ailleurs qui touche le Burkina Faso. Donc comment voulez-vous qu'on puisse reprendre les choses si on ne règle pas ces questions-là? Donc il y aura énormément de choses à faire et ça, aucun de ces pays-là ne pourra le faire. Non, mais dans le même temps, M. Khan, ces pays ne se sont pas croisés les bras. Ils se battent contre cette pieuvre qu'est le terrorisme aujourd'hui. Cédric Abba vient de vous rappeler que les États-Unis n'ont pas pu gagner la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. Pourquoi vous en demandez tant aux pays de l'AES? Karl, moi, vous ne m'avez pas entendu parler de terrorisme. Pour moi, ce qui se passe dans le Sahel, c'est le soulèvement d'une partie de la population contre leurs propres dirigeants. Parce que tout ce qu'on accuse aujourd'hui d'être des terroristes, c'est des ressortissants de ces pays. Ils ne viennent pas de l'Afghanistan, ils ne viennent pas du Moyen-Orient, ils ne viennent pas de Libye. C'est des ressortissants de ces pays. Donc, tout le monde sait que cette région-là, c'est la région où il existe le plus de discrimination. C'est la seule région d'Afrique où il existe encore des esclaves. C'est la seule région d'Afrique où les femmes n'ont droit à absolument rien. C'est la seule région d'Afrique où les cadets sociaux n'ont pas droit à la parole devant les aînés sociaux. Donc, face à de telles situations, il faudrait que les gens sont obligés de se soulever contre l'ordre établi. Et un ordre qui est conservateur, un ordre qui est discriminant. Et c'est ça le fond du problème. Le terrorisme, là, ce n'est qu'un pis-aller utilisé par les Occidentaux pendant une certaine période pour pouvoir maintenir leur présence et leur pouvoir en Afrique. C'est tout. C'est tout. Et ça, je pense qu'on a besoin de repenser cette question du terrorisme-là pour trouver une solution aux crises du Sahel. Les crises du Sahel, c'est des crises nationaux. Pas des crises qui ont été imposées ou qui ont été importées. Non, c'est des crises de ces pays-là à l'interne.
Labidi Naba, on va maintenant parler un peu du volet qui fait le plus polémique dans ces pays de l'AES, c'est-à-dire la question des droits et libertés. Je prends le cas du Burkina Faso où moi j'ai des amis confrères, Atiana Sej Oulon par exemple, ou Boukari Woba, qui ont été enlevés. On dit qu'ils sont au front, personne ne sait trop où ils se trouvent actuellement. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que ces pays de l'AES ont besoin de mener la guerre à la liberté d'expression pour dérouler leur politique, par exemple? Merci beaucoup, M. Rudolph. Avant d'en venir, je voudrais rebondir très rapidement sur des propos que je considère vraiment très violents que mon cher Khan Ibrahima a tenu. Déjà, quand il parle d'un soulèvement d'une partie du peuple, d'une partie de la population contre leur propre État, là, il y a déjà une caricature qui ne tient pas, la route. Voilà. Parce que, je le disais, ce qui se passe ici, ce sont bien sûr des gens de nos différentes localités qui ont été armés par l'impérialisme occidental pour mener une guerre dont souvent ils ne connaissent même pas les objectifs fondamentaux. Voilà, c'est pourquoi on entend vraiment tous les motifs quand ces derniers sont arrêtés et souvent même, ils ne savent même pas d'où est-ce que l'arme qu'ils tiennent est venue. Ils ont seulement un contact d'une personne qui s'est volatilisée. Alors, ensuite, Monsieur Naba, oui, je vous entends le dire, mais le fait est aussi que ces terroristes locaux dont vous parlez, c'est très souvent des gens qui sont à la rigueur des marginaux, qui estiment que l'État ne les prend pas en compte. Souvent, les terroristes, les étrangers là qui recrutent, quand ils viennent, ils insistent sur les discriminations sociales qu'il y a pour renflouer leur rang. Donc, le problème que Ibrahima Khan pose est quand même réel. Non, le terreau, en fait, le terreau fertile de recrutement des bandits, des terroristes, que ce soit dans le Sahel ou un peu partout dans le monde, c'est justement vers des personnes qui sont dans certaines difficultés, dont ce que vous avez signalé, mais ce ne sont pas des difficultés structurelles, organisées, où l'État a décrété que telle partie de sa population, il va la maintenir dans une situation de paupérisation, voilà, accentuée. Non, ce sont des situations que de façon globale, nos pays connaissaient parce que nous avions des économies arriérées du fait que, du problème que nous connaissons, du piège des deniers publics, de la malgouvernance qui est aussi instituée par l'impérialisme pour justement orchestrer son pillage de deniers publics. En plus, il parle de femmes qui ne doivent pas, voilà, de droits de femmes brimés, si je peux le dire ainsi, de cadets qui n'ont pas de droits face aux aînés. Bon, vous savez, je pense qu'il y a un paradigme que nous devons déconstruire. Et la révolution qui est en train d'être menée par l'AES participe à cette déconstruction d'abord mentale. Le terroriste qui tient une arme, ou bien une femme ou un enfant, un orphelin qui est dans des difficultés, ce n'est pas dû à une désobéissance de son État, mais c'est dû à un problème beaucoup plus holistique que les militaires qui sont venus au pouvoir sont en train de régler. Qu'il y ait terrorisme ou pas, les problèmes qu'ils soulignent, en tout cas individuellement, existaient. Donc, je pense que le terrorisme est venu et a trouvé voilà, des terreaux fertiles et
voilà, procède à ces recrutements voilà, pour pouvoir arriver. Voilà, votre message sur ce point-là, il est passé. Revenons maintenant à ma question, M. Naba. Maintenant, sur votre confrère Anselme Houlon. Serge Houlon, il y a Serge Houlon, il y a Boukari Woba, entre autres, qui sont aujourd'hui, on ne sait où, d'aucuns disent qu'ils sont au front, d'aucuns disent qu'ils sont en détention. Est-ce que les militaires, pour dérouler leur politique souverainiste, ont besoin de déclarer cette guerre-là à la liberté d'opinion? D'abord, quand on parle d'enlèvement, il faut... nous avançons des arguments contraires face à cela. Vous savez, les terroristes, ils enlèvent souvent nos soldats ou des civils. Et quand ils les enlèvent, non seulement on ne sait pas où ça est, et la famille, et tout comme toute la population, croise les doigts sur le sort que ces derniers pourront avoir. Mais pour les cas dont vous parlez, c'est l'autorité publique burkinabé qui, justement, les a interpellés en bonne et due forme. C'est après que, voilà, il y a une certaine opinion qui est toujours, malheureusement, existante, qui développe ces arguments-là. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Permettez, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites interpellés en bonne et due forme, soit ils ont été pris en flagrant délit, en train de commettre un délit quelque part, un crime, on les a arrêtés, je suis d'accord, ou on leur a envoyé une convocation en bonne et due forme, comme le prévoient les lois burkinabées, mais quand quand des militaires débarquent au domicile de quelqu'un et l'enlèvent sans préavis, ça, ce n'est pas une arrestation en bonne et due forme, M. Naba. Vous savez que l'arsenal juridique burkinabé a été revu ces derniers temps. Oui, toujours dans le terrorisme. Donc, vous voulez nous dire que nos confrères ont collaboré avec des terroristes? C'est pour ça qu'on les a arrêtés de la sorte? Dans tous les cas, les griefs qui leur sont portés ouvertement, et les procédures justement judiciaires sur ces différents cas-là suivent leur cours. Maintenant, vous savez même qu'au niveau de la prison civile burkinabé, il y a ce que nous appelons les travaux d'intérêt général. Aujourd'hui, ce n'est pas le tout prison que le Burkina Faso fait pour ses prévenus. Non. Il y a certains, en fonction justement des peines et du temps de détention qui leur sont portés, qui sont amenés hors des prisons pour participer à la production agricole nationale. D'autres, sur des paradigmes, voilà, en tout cas, dits démocratiques ou de démocratie, diront que auront des choses à dire. Nous sommes en train d'endéjoniser justement notre appareil judiciaire et jusqu'ici, vous n'avez... Ces personnes, quand ils sortent, je me rappelle du tonton Sankara, Mousvila Sankara, qui avait été arrêté. On a crié sur tous les toits, non, il est enlevé, voilà, il subit des exactions. Mais 2 jours après, quand il est sorti, c'est lui-même face aux médias qui a révélé en fait tout le professionnalisme de ceux qui l'avaient interpellé et justement de l'audition qui a valu après coup sa libération. Donc à ce niveau, il ne faut pas justement se laisser emporter par des gens qui sont les gens d'en face, qui voient en tout ce que nous faisons que nous sommes en train justement de porter un préjudice sur les droits de l'homme, sur les personnes. Ça, c'est en ce qui concerne nos confrères journalistes qui ont été arrêtés depuis des mois, voire des années, dont on n'a jamais entendu parler de procès. Bon, je ne veux pas discourir sur ce point précisément. Quand vous vous défendez sur ce point-là, qu'est-ce que vous dites des partis politiques qui ont été suspendus aussi? Vous savez qu'à ce niveau,
J'ai fait d'abord une certaine lecture holistique. L'Afrique, surtout l'Afrique occidentale, a le devoir de s'assumer dans une dynamique révolutionnaire, c'est-à-dire dans une transformation structurelle profonde de son État, de sa société. Et les chefs d'État militaires qui sont arrivés presque par la Providence ensemble, presque au même moment, avaient le devoir de proclamer des révolutions. En tout cas, la dynamique de transformation qui était en cours invitait d'ailleurs les partis politiques, les associations même, à revoir leur copie. C'est-à-dire, pour moi, j'aurais d'ailleurs voulu qu'on dissolve les partis politiques, les organisations de la société civile, pour qu'ensemble, chacun, individuellement, parce qu'il s'agit du pays, de son propre pays, contribue à l'élaboration d'autres textes, d'une autre architecture étatique, afin justement de permettre à chacun de pouvoir revenir, s'il y a lieu, sous d'autres chapelles. Les partis politiques qui existaient depuis belle lurette, ont quelque peu échoué dans leur mission. Je parlais tantôt de démocratie électoraliste. Vous savez qu'il y a 30 ans, dans les années 90, quand cela a été décidé à la Baule, c'était justement que des partis se créent pour la conquête du pouvoir. La mission fondamentale des partis politiques dans nos pays, c'était presque ça. C'est-à-dire, à l'approche des élections, qu'on les voit s'activer, qu'on les voit dans des activités. Hormis ces périodes, le parti politique disparaît. Nous pensons que ce n'est pas tant cela qui peut développer nos pays où la veuve, l'orphelin, le paysan, l'ouvrier ont besoin de 3 repas par jour, ont besoin de préserver leur dignité. Donc, le parti politique, si tant est qu'il doit exister, il doit exister dans un cadre nouvellement écrit par la nouvelle dynamique, les nouvelles aspirations de nos peuples. Et en ce moment, on peut laisser chaque leader de créer son parti conformément à un code électoral, à un code de parti politique qui sera mis en place. Mais avant, c'est vraiment bon que chaque leader politique puisse participer à la construction du pays sans sa chapelle politique. Donc en plus clair, on va évoluer, Monsieur Naba. En plus clair, vous voulez reformater le logiciel politique burkinabé. Ça, c'est un autre débat. Je vais vous retrouver pour le faire après. Le temps d'écouter. Bien sûr, et je souhaite que le Mali et le Niger en fassent autant. Ils sont sur le chemin, en tout cas. Vous avez tous suspendu les partis politiques. Les présidents se sont donné 5 ans sans élection. On verra bien à quoi ça va aboutir. Seydi Kaba, sur le point liberté et droits humains dans ces pays de l'AES, je vois que vous estimez qu'ils sont quand même sur le bon chemin, mais est-ce que ce n'est pas une grosse ombre noire au tableau, ce point des libertés et droits humains? Moi, je crois que la faiblesse, le tendon d'Achille de ces pays-là, c'est justement le rétrécissement de l'espace civique. Je ne vois pas personnellement l'intérêt de rétrécir l'espace public, d'empêcher le débat public, y compris sur des questions comme le terrorisme. Parce que moi, je crois que, contrairement à ce que je vois, même sur les questions du terrorisme, si on discute et qu'on a des débats contradictoires, ça peut permettre au moins d'avoir de bonnes solutions pour le défi qu'on affronte. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui la position que moi je défends, qui est celle de dire que la question de la menace sécuritaire au Sahel ne peut pas se résoudre uniquement par les moyens militaires et sécuritaires. Il faut avoir un débat là-dessus, un débat contradictoire. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Il faut qu'il ait la possibilité, dans tous ces pays, de débattre des questions importantes, y compris vers où on va, quelle est la fin de la transition, est-ce que
je partage le constat qu'on fait sur l'échec des partis politiques dans l'espace, en Afrique de l'Ouest. Mais la solution, après, est-ce qu'on peut, comme ça, aller envisager un retour à la démocratie, même dans 10 ans, même dans 15 ans, sans les partis politiques, sans la société civile? Je ne le pense pas. Je crois qu'il y a un problème sur cette question de rétrécissement de l'espace public et à mon avis, ce n'est pas là, en empêchant le débat public, en empêchant la presse de faire son travail, en empêchant la société civile, ce n'est pas de cette façon qu'on résout la question sécuritaire et ce n'est pas de cette façon qu'on affronte efficacement les défis auxquels on passe le pays. Seydi Kaba, une toute dernière question avant de vous laisser partir. Cette émission tend tranquillement vers sa fin. 2 ans de l'AES, selon vous, rapidement, concrètement, est-ce que c'est une réussite? Est-ce que vous allez dire qu'ils sont sur le bon chemin? Ils ont abordé une pente ascendante. C'est une réussite. Et est-ce que vous pensez que d'autres pays pourraient se joindre à eux? Comme on a entendu le ministre Ducé des Affaires étrangères togolais l'a dit entre-temps. Non, moi, je crois que l'AES est sur une bonne trajectoire. Il y a des insuffisances. Comme toute expérience, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont mieux marché. Mais il faut prendre garde à ne pas demander à l'AES ce que les autres n'ont pas réussi en 50 ans ou ce que la force Barkhane et la force Serval n'ont pas réussi. Juguler le défi terroriste au Sahel, ça fait 10 ans avant même la création de l'AES qu'on se bat, on n'est pas arrivé. Donc la création de l'AES en 2 ans ne peut pas régler la question terroriste. Mais le fait qu'il y ait de la mutualisation, il y a aujourd'hui des officiers nigériens au Burkina, il y a des officiers maliens au Niger, il y a une approche, à mon avis, une sorte de démarche, qui amène à mutualiser les forces, qui est une bonne philosophie. Et le fait que les pays de l'AES cherchent à avoir un outil diplomatique commun, à mon avis, leur volonté de construire un nouveau rapport de force avec l'Occident, avec les multinationales, me semble être des acquis. Mais j'ai parlé des faiblesses, ce que moi je considère comme des faiblesses. Il y en a, il faut les améliorer et il faut aller. Moi, je pense que à l'avenir, l'AES doit être une organisation avec laquelle il faut compter. Et moi, comme j'ai toujours indiqué, pour moi, il faut poser des passerelles entre l'AES et la CEDEAO et il faut renforcer ces faiblesses. L'AES a besoin de la CEDEAO a besoin de l'AES si on veut régler le défi sécuritaire sur notre espace Sahel et Afrique de l'Ouest. Il faut que ce travail soit fait, mais je pense que globalement, l'AES est une bonne trajectoire. Est-ce que vous pensez que d'autres pays vont s'y joindre? En tout cas, dans la charte qui crée l'AES, il est dit que l'AES est ouverte à tout pays à condition qu'il accepte le principe fondamental de l'AES. Le Togo, par exemple, a dit, à mon avis, a dit qu'il n'est pas exclu que le Togo rejoigne l'AES. C'est tout à fait possible. On a souvent parlé du Tchad. Le Tchad aussi, à mon avis, pourrait rejoindre l'AES, même si pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais on a vu que le président tchadien était au Burkina pour le FESPACO. Il est venu au Niger cette fois-ci. Donc, il y a quand même de bonnes relations. Et le Tchad et le Togo, puisque je parle de ces 2 pays, ont été invités aux premières manœuvres militaires de l'AES sans qu'ils soient des pays membres de l'AES. Ça veut dire qu'il y a une proximité. Et puisque l'AES n'est pas fermée à son élargissement, et puisqu'il y a des pays qui veulent peut-être rejoindre l'AES, il est possible que l'AES s'élargisse dans les prochaines années. Merci infiniment à vous, Seydi Kaba, journaliste écrivain nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci d'avoir participé à ce débat sur les 2 ans d'anniversaire de l'AES. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va écouter aussi pour une dernière fois Ibrahima Kane. Votre point de vue est clair. Pour vous, il faut que les pays de l'AES reviennent au sein de la CEDEAO. Alors, Seydi Kaba nous dit que certains pays de la CEDEAO, notamment le Togo et du Tchad, du côté CEMAC, pourraient rejoindre l'AES. Est-ce que le risque, selon vous, n'est pas évident? Alors, Caro, moi, d'abord, la question de l'extension ou pas de l'AES, pour moi, ce n'est pas une des priorités. Je pense que si vous prenez un pays comme le Togo à l'heure actuelle, avec tout ce que le pays connaît comme crise interne, je pense rejoindre l'AES n'est pas sa priorité. Juste cette semaine,
une ancienne ministre de la Défense a été arrêtée parce qu'elle a critiqué le gouvernement actuel. Donc maintenant, la crise... Marguerite Niakhaté notamment. Marguerite Niakhaté. Voilà, maintenant, la crise est en train même d'atteindre le cœur du système. Et ça, c'est une question qui va être déterminante dans la future trajectoire du pays. Pour ce qui est du Tchad, vous savez, le Tchad, c'est un pays atypique. Depuis 1963, c'est un pays qui est en guerre civile, qui n'arrive pas à régler ses problèmes de guerre civile, mais qui pense qu'il peut pouvoir aller régler les problèmes des autres. Donc, je ne pense pas que l'entrée ou la sortie de ces deux pays-là puisse vraiment changer la nature ou la dynamique à l'intérieur de l'AES. Et en plus, je ne suis même pas sûr que d'ici un an, que l'AES, dans sa configuration actuelle, peut demeurer, avec tous les problèmes sécuritaires que l'on connaît dans cette région. Donc ça, c'est un problème. Donc pour vous, l'AES va s'essouffler, si je vous comprends bien. Rien n'est moins sûr pour le moment. Rien n'est moins sûr sur le futur de l'AES. Parce que même si, à supposer que l'AES reste, mais les 3 pays qui sont membres de l'AES sont totalement coupés de l'Union africaine. Ces 3 pays-là n'ont aucun moyen de travailler avec l'Union africaine parce que le travail maintenant, dans le cadre de l'Union africaine, se fait par des communautés économiques régionales. Et je ne suis pas sûr que l'AES sera un jour reconnue comme une communauté économique régionale. Oui, ça aussi, c'est le Maroc a été plusieurs années aussi coupé de l'Union africaine. Oui, mais le Maroc a été obligé de venir à l'Union du Maghreb arabe. Et l'Union du Maghreb arabe est dans une telle situation que regardez comment le Maroc fonctionne au sein de l'UA. Le Maroc est complètement isolé en tout cas sur un certain nombre de questions, parce qu'il n'arrive pas à imposer sa propre dynamique à la région de l'Afrique du Nord. Donc c'est un peu complexe ce genre de création d'institutions sous-régionales dans le cadre de l'Union africaine. Mais ça, pour moi, ce n'est même pas une question immédiate parce que tous ces 3 pays sont suspendus et tant qu'ils ne reviendront pas à une situation constitutionnelle normale, ils resteront suspendus de l'Union africaine. Et ça, dans les 5 années, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous ont décidé de ne pas avoir de régime démocratique dans les 5 prochaines années. Mais pour moi, ce qui est vraiment un problème et que la communauté africaine doit régler, c'est les atteintes aux droits de la personne humaine et à la dignité humaine. On ne peut pas dire qu'on construit, qu'on s'engage dans la construction de l'Union africaine, qu'on interdise aux gens de dire ce qu'ils pensent, qu'on interdise les partis politiques, les organisations de la société civile et peut-être même demain, ils vont interdire les syndicats. Tout le monde soit sous la coupe réglée de militaires qui ne regardent que leurs intérêts immédiats. Ça, c'est vraiment un problème. Et puis même Sankara, il a essayé de développer un système, mais avec toutes les difficultés qu'il connaît, parce qu'il voulait mettre tout le monde au pas. On n'est pas dans ce genre de dynamique. L'expérience sénégalaise a prouvé qu'un président de la République, avec tous les pouvoirs qu'il avait, il ne pouvait pas mettre au pas tout un peuple quand le peuple ne veut pas être mis au pas. Ça, je pense que nos militaires-là doivent apprendre cette leçon. Je peux comprendre que dans certains pays africains, vu la présence très longue des militaires au pouvoir au Burkina Faso depuis 1966, au Mali depuis 1968, au Niger depuis 1974, qu'on puisse leur donner une place dans le système politique. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent être au début et à la fin de toute chose. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Kane, d'avoir une nouvelle fois répondu à l'invitation d'Enjeux d'Afrique. Vous êtes acteur de la société civile sénégalaise et fervent défenseur de la CEDEAO. Vous plaidez pour que les 3 pays de l'AES reviennent à la maison. Vous l'avez développé de long en large dans cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. On va terminer avec notre invité burkinabé, Labidi Naba. Ibrahima Kane dit
Ibrahima Kane ne cesse de vous titiller et dit qu'on ne peut pas construire des États en violant en permanence les droits de l'homme, les droits de la personne humaine et la dignité humaine. Est-ce que ces militaires vont décider un jour de mettre la pédale douce et de cesser d'arrêter à tout bout de champ les voix dissonantes? Oui, c'est vrai. Merci, Rodolphe. Il faut dire que au regard de l'éloquence de M. Ibrahima, on se perd à se laisser séduire quand on n'est pas focus sur les objectifs fondamentaux que nos États doivent avoir. Ceux de justement bâtir des espaces de souveraineté, des espaces de développement endogène et qui vont garantir à la postérité le bien-être et la respectabilité dans le concert des nations. C'est vrai. Et au niveau de l'AES, on peut penser que il y a des problèmes au niveau des droits de l'homme, mais les droits de l'homme, encore, il faudra justement bien le définir. Parce que quand les Africains étaient martyrisés, on parlait de droits de l'homme. Et voilà. Mais nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a aucune perte de vie. Les Burkinabés, dans leur majorité, on a commencé d'ailleurs l'émission avec un sondage qui montre vraiment une AES pleine d'espoir, une AES appréciée outre frontières. Ce que moi je voudrais dire en dernier essor, c'est que l'AES, au-delà même de l'Afrique, est reconnue par des organisations. On se rappelle, il n'y a pas longtemps, la conférence internationale sur le financement a invité l'AES. Les pays africains vont finir par venir à l'AES. Au contraire, c'est la CEDEAO qui va se disloquer. Parce que la CEDEAO est sur un mauvais pied. Un mauvais pied parce que ses objectifs originels ont été dévoyés. Et l'emprise qu'il y a, l'emprise de la France sur la CEDEAO, on a surpris Emmanuel Macron à parler de la CEDEAO comme sa propriété privée et sur sa gouvernance, sur des actions à poser. Cette même CEDEAO qui n'avait pas d'unité militaire nous a étonnés quand elle était prête à activer une force d'attente pour aller détruire. Alors, Monsieur Naba, vous permettez, on va pas revenir en arrière. Cette histoire, on en a débattu de long en large. Pour terminer rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Ibrahima Kane a dit que l'AES risque de s'essouffler dans quelques années. En quelques mots, qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui dis que l'AES est bien au contraire l'embryon des États-Unis d'Afrique. Au regard des aspirations qu'elle porte, aspirations de ces peuples qu'elle porte. Et la CEDEAO, un peu partout dans la CEDEAO, les citoyens ont demandé justement que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples. Ces mêmes citoyens qui ne sont pas en déphasage avec la dynamique de l'AES vont contraindre leurs dirigeants à rejoindre l'AES. Merci beaucoup à vous, Labidi Naba, activiste burkinabé et coordonnateur des communicateurs de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, une coalition d'organisations qui soutient le président Ibrahim Traoré. Merci d'avoir été notre invité pour ce débat sur les 2 années d'existence de l'Alliance des États du Sahel. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, chers internautes d'Enjeux d'Afrique, merci également à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Quand c'est intéressant, c'est sur Enjeux d'Afrique. On reste en contact pour continuer à débattre des actualités qui marquent notre continent, l'Afrique de l'Ouest notamment. On se donne rendez-vous pour très prochainement.
Merci à vous.